d'appliquer n'importe quelle loi. Personne ne peut l'arrêter parce qu'il y a un article dans la Constitution qui lui permet de décider comme ça, qui lui permet d'outrepasser toutes les règles, toutes les lois du pays. Mais quand c'est chez nous, on parle alors de dictature. Quand c'est chez eux, c'est la Constitution qui a prévu. Est-ce que vous voyez un peu comment ils essaient de nous manipuler? Dans tous ces cas, comme Chergui l'a indiqué, nous sommes dans une crise de la gouvernance mondiale qu'il faut revoir pour qu'elle soit plus représentative, plus démocratique, plus juste, plus équitable. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander au pays d'avoir la démocratie en interne et que les relations internationales ne soient pas elles-mêmes démocratiques et qu'un groupe réduit, un club de pays puisse diriger le monde en laissant la majorité des forces économiques, sociales, politiques qui ont émergé aujourd'hui. La situation géopolitique mondiale s'est totalement transformée, mais cette réalité n'est pas reflétée. C'est pourquoi le système multilatéral aujourd'hui, qui nous accuse, nous, régime en transition, de ne pas être légitime, mais ce système même n'est pas légitime, parce qu'il ne reflète pas la réalité géopolitique mondiale. Donc nous sommes dans cette crise, mais par rapport à ça aussi, je voudrais avoir un son un peu différent. Parce que beaucoup disent, oui, il faut que l'Afrique soit au Conseil de sécurité, il faut que l'Afrique soit mieux représentée. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, nous constituons 55 pays. Mais moi, je veux mettre l'accent sur le fait que l'Afrique ne doit pas être là en nombre, mais en qualité, en substance. Parce que si nous avons une Afrique qui vient pour être traînée par d'autres puissances, être une chair à canon qui est répartie entre les puissances, non. Si l'Afrique vient, quelle est sa valeur? Quelle voie différente elle apporte? Parce que nous, dans le cas du Mali, on a vu beaucoup de pays africains au Conseil de sécurité ne nous soutiennent pas. Ils n'apportent même pas une approche différente. Ils votent avec nos ennemis, souvent. Donc je pense que s'il y a une Afrique qui doit avoir la place, il faut que ça soit vraiment une voie différente, mais aussi une voie de plus. Si l'Afrique n'apporte pas son identité dans la gestion des affaires mondiales, je pense que ça ne sert à rien d'être content que l'Afrique est autour de la table, mais elle est autour de la table pour faire quoi? Si elle ne dit pas ce qu'elle doit dire, si elle ne parle pas au nom de nos populations, si elle ne dénonce pas, parce qu'aujourd'hui, certaines de nos organisations sont là pour perpétuer des systèmes néocoloniaux. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas pour ça qu'on les a établis. Donc je pense que donc ça c'est le premier point, la double crise multilatérale et aussi l'instrumentalisation de ces organisations internationales, y compris au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres organisations. On a vu, la Libye a été attaquée avec une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. 10 ans après, on a le problème, ça a déstabilisé tous nos pays. Donc souvent, on se demande si ces organisations même ne sont pas là pour maintenir, entretenir la menace, pour justifier leur existence et voiler leur inefficacité souvent. Et aussi, tout le monde a dénoncé ici depuis la politique de 2 poids 2 mesures enlève la crédibilité à ces organisations. Quand on parle aujourd'hui des droits de l'homme, bon, c'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Quand il y a un petit problème qui se passe au Mali, on dit oui, il faut appeler la Cour pénale internationale. Mais en Palestine, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le droit de l'homme. Où est la Cour pénale internationale? Où sont ces donneurs de leçons? Où sont ces pays qui se disent champions des droits de l'homme, qui eux-mêmes soutiennent ce qui est en train de se passer? Les politiciens sont réputés pour être des adeptes de fausses promesses, des discours grandioses qui ne sont pas accompagnés d'actes concrets. C'est pour cette raison d'ailleurs que, de nos jours, ils ont de plus en plus de mal à convaincre les masses. Mais il faut reconnaître que parmi les dirigeants, il y en a qui sortent du lot. Il y en a qui se démarquent à la fois par leur capacité à parler, à aborder des sujets sans détour, à dire ce qu'ils pensent, à faire valoir leur opinion, mais surtout à accompagner leur discours d'actes concrets. En tout cas, de preuves qu'ils ont essayé. Le gouvernement du Mali d'aujourd'hui fait partie de cette catégorie-là. C'est un gouvernement rempli d'hommes capables de parler et de séduire par la parole. Et c'est un gouvernement qui, sur le terrain, fait ses preuves. C'est un gouvernement qui, aujourd'hui, incarne la lutte pour la libération des peuples africains. C'est un gouvernement qui symbolise le retour de la révolution africaine. Lors de son passage au Forum
de la sécurité et de la paix organisée à Lomé, le ministre des Affaires étrangères du Mali a tenu un discours qui a rendu fiers tous les Africains qui l'ont écouté. Et de ce discours, j'ai tiré 3 leçons que j'ai décidé de partager avec vous. Le premier sujet qu'il a abordé, c'est celui de la démocratie. Écoutez les médias occidentaux. Le seul trophée qu'ils ont maintenant, qu'ils brandissent tous les jours aux Africains, c'est la démocratie. C'est la gente. Ils utilisent ces terminologies-là pour nous faire croire qu'un gouvernement militaire, même si c'est un gouvernement qui sert la cause de la population, n'est pas légitime. Au nom de quoi? Au nom d'un système qu'ils ont créé chez eux et qu'ils ont transporté en Afrique. Donc, le gouvernement malien, à travers son ministre des Affaires étrangères, est en train de déconstruire cette mentalité-là. Et c'est la même chose que fait aussi Alain Foucault dans ses vidéos. Il nous dit clairement, la démocratie n'est utile que si elle sert la cause des peuples africains. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre démocratie. On s'en fout de la démocratie. Quand vous regardez les pays dans lesquels on parle de démocratie, est-ce que vous savez que le président a la possibilité, dans tous ces pays-là, d'appliquer des lois, même si ces lois-là n'ont pas été approuvées par l'Assemblée? C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs exceptionnels que le président peut utiliser pour faire ce qu'il veut. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Aux États-Unis d'Amérique, quand Donald Trump a décidé de construire le mur avec le Mexique, même si les législateurs, ceux-là qui sont censés approuver ou non ce projet, ont refusé de voter en faveur de ce projet, Donald Trump a quand même purgé de l'argent dans le compte de l'armée. Il a financé son projet. C'est-à-dire qu'il a utilisé son pouvoir exceptionnel. Il a dit que même si vous ne voulez pas, je vais le faire quand même. En France, c'est pareil. Il y a une loi qui s'appelle 40 quelque chose comme ça, qui donne au président le pouvoir absolu d'appliquer n'importe quelle loi. Personne ne peut l'arrêter parce qu'il y a un article dans la Constitution qui lui permet de décider comme ça, qui lui permet d'outrepasser toutes les règles, toutes les lois du pays. Mais quand c'est chez nous, on parle alors de dictature. Quand c'est chez eux, c'est la Constitution qui a prévu. Est-ce que vous voyez un peu comment ils essaient de nous manipuler? Donc aujourd'hui, l'objectif de ces pouvoirs militaires, c'est de faire comprendre à la jeunesse africaine que ces gens-là qui vous parlent de démocratie, ce sont eux qui sont en train de tuer la démocratie tous les jours dans leur pays. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Combien de fois en France, les gens ont manifesté? Normalement, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Si la population dit non à quelque chose, pourquoi est-ce que le gouvernement a le droit d'appliquer cette chose? La réforme des retraites est passée en France, alors que la population n'a pas approuvé. Les gens ont manifesté rien. Donc la démocratie n'existe pas. Ça n'existe que dans les médias. Et surtout, c'est une arme pour continuer à manipuler et surtout à maintenir l'Afrique dans la pauvreté et dans la dépendance. Le deuxième point qu'il a abordé, c'est la notion des droits de l'homme. Les droits de l'homme n'existent plus. Est-ce que ça a même existé d'ailleurs? Ça n'a jamais existé parce que ceux qui parlent des droits de l'homme, ce sont eux-là qui se déplacent tout le temps de leur pays pour aller massacrer les populations civiles dans des pays étrangers. Quand leurs partenaires, leurs alliés massacrent des gens, ils ferment les yeux, ils ne parlent pas des droits, ils ne parlent pas des condamnations. La Cour pénale internationale n'existe que quand c'est un président africain qui doit être jugé. La Cour pénale internationale n'existe que quand les Occidentaux décident de l'activer. C'est une institution qui est manipulée, dont le seul objectif est d'intimider des chefs d'État qui oseront affronter ou alors s'opposer aux désirs des nations occidentales. Ça, c'est la vérité. Et je pense que même un collégien intelligent aujourd'hui sait que c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à 1945, nous avons l'Internet. Nous voyons ce qui se passe tous les jours. Nous entendons et nous écoutons. Le ministre des Affaires étrangères du Mali dénonce surtout la façon dont cette institution est gérée. Les 2 poids 2 mesures. Quand il y a des problèmes en Libye, on envoie l'armée pour massacrer automatiquement le président et le tuer et laisser le pays dans le chaos. C'est à cela que sert la Cour pénale internationale. C'est un instrument politique utilisé par un certain nombre de pays pour pouvoir intimider et garder d'autres pays sous contrôle. Le troisième point qu'il a abordé et que je trouve très intéressant, c'est la question de la présence des responsables africains dans les institutions internationales. Vous savez, le nombre de représentants africains aux Nations Unies importe peu. C'est l'impact, la capacité de ces représentants-là à défendre l'Afrique qui est plus important. Et c'est exactement ce que le Premier ministre essaie de nous faire comprendre. Si on ne prend que des mauviettes pour aller les mettre aux Nations Unies, à quoi ça va nous servir en tant que peuple africain? N'oubliez pas une chose, l'ancien président du Gabon, Ali Bongo, avait voté pour l'agression de la Libye. C'est un président africain. Donc,
Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité. Est-ce que les Nations Unies vont accepter aujourd'hui, par exemple, qu'un président comme Ibrahim Traoré parte représenter l'Afrique? Non, parce qu'ils sont opposés farouchement à son idéologie. Est-ce qu'ils vont accepter que le Premier ministre du Mali soit un représentant de l'Afrique? Non, jamais, parce qu'il sait réfléchir, il n'a pas de complexe. Par contre, des gens comme Macky Sall ou Alassane Dramane Ouattara, ça va passer plus vite, parce qu'on sait déjà c'est quoi leur position. Ça, c'est très intéressant. Et on remarque la même chose même dans nos rapports entre individus. Parfois, vous avez 3 amis, 4 amis, 5 amis, mais quand vous êtes dans le besoin, vous savez que personne n'est là pour vous. Par contre, parfois, vous avez un seul ami et vous savez que cet ami-là, partout où il sera, il va vous défendre. L'Afrique n'a pas besoin de 10 représentants à l'ONU. L'Afrique n'a pas besoin de 20 membres permanents à l'ONU. L'Afrique a besoin des gens capables, même si c'est une personne, que cette personne soit capable de tenir un discours qui représente l'Afrique, d'être digne et décomplexé, d'être capable de dire ce que les Africains pensent, de transmettre le message des Africains. Quels sont les pays africains qui sont souvent choisis par les Nations Unies pour représenter l'Afrique? En dehors de l'Afrique du Sud, généralement, c'est des pays comme le Gabon. Qu'est-ce que le Gabon va aller dire là-bas qui va représenter l'Afrique? Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, likez, mettez votre opinion en commentaire et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de nos futures vidéos.